Est-ce que vous me voyez? Est-ce qu'il y a un nouveau partage? Bonjour. Oui, C'est toujours la gynéco. oui, Très bien. Donc, normalement, j'ai une nouvelle session. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que je continue le cours? oui. Très bien. Très bien. Donc, on va continuer. Comme ça, on aura plus de temps. Vous pouvez me poser des questions. Très bien. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière parce que... Donc, on parlait de diabète préexistant à la grossesse. Très bien. On va continuer donc le cours. Je vous parlais donc, je parlais du diabète préexistant à la grossesse. On a dit que ici, pour avoir une grossesse chez une femme diabétique, il faut qu'il y ait un équilibre glycémique périconceptionnel d'au moins 3 mois. Donc, il faut qu'elle équilibre sa glycémie 3 mois avant de tomber enceinte. Pourquoi? Parce que déjà, elle a un défaut d'adaptation à la sécrétion d'insuline. Déjà, son pancréas est pathologique. Donc, en plus de l'insulinorésistance qui est aggravée donc, par les hormones donc, placentaires, ça va encore aggraver l'équilibre glycémique. Voilà. Les risques de la grossesse chez la femme diabétique, on a dit qu'il y a un retentissement de la grossesse sur le diabète. Il va y avoir une instabilité du diabète. Donc, déjà, elle a un diabète qui doit être équilibré. Maintenant, s'il n'est pas équilibré, il faut qu'elle l'équilibre. Sinon, il va devenir instable avec une tendance à l'hypoglycémie et l'acétose. Au T1, T2, T3, c'est la même chose. C'est l'hyperglycémie et l'acidocytose. C'est-à-dire c'est la même chose que chez le diabète gestationnel. Les complications dégénératives. On a dit que la grossesse chez la femme qui est déjà diabétique, le risque c'est que ce diabète-là qui survient, donc cette grossesse qui survient sur le diabète, donc elle va vous donner, s'il vous plaît, désactivez vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, désactivez vos micros. S'il vous plaît, désactivez vos micros, s'il vous plaît. Donc, on a dit la rétinopathie diabétique, la néphropathie diabétique et la coronaropathie diabétique. Sachez qu'une rétinopathie diabétique ou une néphropathie diabétique ou une coronaropathie diabétique, surtout la néphropathie et la coronaropathie, c'est une contre-indication absolue à la grossesse lorsqu'elles sont à un stade avancé. Donc, il faut faire très attention. Donc, les complications infectieuses, c'est surtout urinaire. On a dit à type d'infection donc urinaire, à type de cystite à répétition. Et si la cystite, elle n'est pas traitée, il va y avoir la pyélonéphrite ultérieure. Génitale, donc généralement, les infections génitales, c'est elles qui vont nous attirer notre attention sur le diabète gestationnel ou le diabète chronique, parce que la femme va vous faire dès le T1 déjà une infection génitale à candida. Donc, les champignons, donc, ils vont venir, donc c'est une complication, c'est une infection qui va se pérenniser, qui va devenir chronique et difficile à traiter. Voilà, le retentissement maintenant du diabète sur la grossesse, parce que c'est un diabète chronique et il y a la grossesse. Le risque maternel, c'est toujours le même, c'est infectieux. L'hydramnios, je vous ai expliqué le mécanisme, je vous ai dit, c'est la cause de l'hyperglycémie parce que c'est comme le sujet âgé, donc c'est-à-dire le sujet normal. Le fœtus, c'est la même chose. Donc, plus vous avez de la glycémie, plus vous buvez, plus il y a du liquide. Donc, c'est la même chose, polyuropolydipsique. Maintenant, si le diabète survient sur un terrain précoce, là, c'est les complications qui peuvent nous inquiéter plus. Donc, si elle fait un diabète chronique, on va dire pourquoi il a un hydramnios. Est-ce qu'il ne fait pas une infection, plutôt une malformation, surtout parce que l'hydramnios, c'est quoi? C'est un défaut de déglutition du liquide. Donc voilà, donc soit c'est un problème donc juste réactionnel, comme ça peut être un problème malformatif. La menace d'accouchement prématuré, surtout due à la macrosomie, la surdistension utérine, mais aussi aux infections à répétition et qui vont devenir chroniques. L'HTA gravédique, le diabète appelle systématiquement l'HTA et on a vu que le risque il est 2 fois plus important
chez une femme diabétique que chez une femme qui n'a pas de diabète. Le risque fœtal, c'est les malformations congénitales, on a dit congénitales surtout. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un équilibre préconceptionnel. Puis, les 3 premiers mois, c'est très important d'équilibrer, déjà, donc, d'équilibrer le diabète. Les fausses couches spontanées précoces, généralement, ça, c'est dû toujours à des malformations, des aberrations chromosomiques. Vous avez la macrosomie fœtale. Pourquoi je parle de retard de croissance? Je dis macrosomie. Est-ce que le diabète, il donne une macrosomie ou un retard de croissance? Généralement, le diabète, il vous donne une macrosomie fœtale. Et on a expliqué le mécanisme. Hyperglycémie, hyperinsulinisme. L'insuline, son rôle, c'est quoi? C'est anabolique. Donc, elle va stocker le surplus de glucose sous forme de lipides, de tissus graisseux. Donc, vous allez avoir cette macrosomie fœtale. Pourquoi donc le retard de croissance? Le retard de croissance, ça témoigne donc, ou c'est une complication des diabètes qui sont chroniques et qui sont associés à une HTA gravétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diabète, il est compliqué par une complication vasculaire. Donc, il a touché les vaisseaux du placenta et donc, il a altéré les échanges materno-fœtales. Donc, il a altéré les échanges materno-fœtales et donc, on a eu ce retard de croissance intra-utérin qui témoigne d'une souffrance fœtale chronique. Ça veut dire qu'il ne reçoit pas assez de sang et il est hypotrophique. L'association prééclampsie diabète gestationnel, oui, le diabète gestationnel en lui-même, lorsqu'il n'est pas compliqué, vous pouvez le considérer comme une grossesse normale, mais à un risque supérieur. Donc, mais vous allez la traiter comme une grossesse normale. Maintenant, si vous avez une prééclampsie surajoutée, donc c'est la prééclampsie qui va primer sur le diabète gestationnel. Maintenant, s'il est déséquilibré, c'est au cas par cas. Donc, parce que l'association, elle est fréquente. Maintenant, on va voir, est-ce que c'est la prééclampsie qui prime ou c'est le diabète qui prime vis-à-vis des complications. Donc, vous avez le retard de maturation pulmonaire et on a dit que c'est un retard qui va vous donner la détresse respiratoire par maladie des membranes hyalines, c'est-à-dire le fœtus ne va pas arriver à produire le surfactant donc, qui est nécessaire pour la respiration, et ceci même à un âge gestationnel supérieur à 37 semaines. Normalement, à 37 semaines, la maturation fœtale, elle est donc acquise. Mais le diabète, il va vous donner un retard de maturation et donc vous allez pouvoir avoir des détresses respiratoires, même pour un âge gestationnel de 38 semaines d'aménorrhée. La mort fœtale in utero inopinée, là, c'est surtout c'est pour le diabète chronique que cette complication va arriver. Et on a expliqué par l'hypertrophie du septum interventriculaire. Et la prématurité, soit parce qu'elle va faire une menace d'accouchement prématuré, soit elle est induite. Maintenant, si vous avez un diabète chronique et il est associé à une prééclampsie sévère, vous ne pouvez pas donc maintenir la grossesse au-delà d'un certain terme. Donc, ça va induire une prématurité chez un fœtus diabétique et le risque, il est très important pour le fœtus et le nouveau-né ultérieurement. Donc, les complications néonatales sont les mêmes, donc métaboliques, à type d'hypoglycémie, d'hypocalcémie. Elles sont hématologiques aussi, externéonatales, polyglobuliques, etc. Cardio-pulmonaire, on a dit l'hypoplasie pulmonaire et la cardiomyopathie hypertrophique et le traumatisme fœtal parce que vous avez une macrosomie fœtale. Donc, si vous avez une macrosomie fœtale, si vous acceptez l'accouchement par voie basse, vous risquez la dystocie des épaules. Et donc, si vous manœuvrez, vous allez donc faire un traumatisme, surtout l'élongation du plexus brachial ou bien les fractures, donc que ce soit de la clavicule ou de l'humérus. La prise en charge, elle est surtout préconceptionnelle pour le diabète chronique. Donc, il faut que la femme soit donc éduquée vis-à-vis son diabète donc chronique. Il doit y avoir un équilibre donc glycémique. Pendant la grossesse, il faut qu'il y ait des règles hygiéno-diététiques, surtout donc des règles hygiéno-diététiques, surtout côté hygiène. Donc, il faut prévenir les infections génitales et urinaires et diététiques, donc le régime alimentaire. L'insulinothérapie, là, elle est systématique. Si la femme faisait un diabète de type 1, donc on va augmenter les doses. Si la femme faisait un diabète de type 2 et elle était sous antidiabétiques oraux, on doit les arrêter systématiquement parce qu'ils sont tératogènes et on doit les remplacer par l'insuline. Donc l'insulinothérapie, elle sera présente dès le début de la grossesse, pas comme le diabète gestationnel. La surveillance, vous surveillez une surveillance toujours clinique.
Et paraclinique materno-fœtale, c'est la même, donc la prise de tension artérielle, la hauteur utérine, la chimie des urines, et aussi donc l'échographie, le RCF, l'échographie et le RCF pour le bien-être fœtal. Oui, la macrosomie, elle est causée par l'hyperinsulinisme fœtal parce qu'on a dit que l'hyperglycémie va provoquer un hyperinsulinisme, que ce soit chez la mère ou chez l'enfant. Donc, chez l'enfant, comme il ne reçoit pas l'insuline maternelle, donc il va être obligé de produire son insuline propre. Et donc, il a une hyperglycémie, donc son pancréas va réagir, il va produire plus d'insuline et l'insuline va stocker le glucose sous forme de tissu adipeux et donc il va devenir macrosome. L'accouchement, ici, c'est différent. Donc, vous allez avoir déjà la grossesse avec un diabète chronique ou un diabète compliqué. L'hospitalisation, elle est systématique à 39 semaines d'aménorrhée. Vous êtes dans l'obligation d'hospitaliser la patiente à 39 semaines d'aménorrhée, à 38 semaines d'aménorrhée. Vous avez entre 38 et 39, c'est une semaine de surveillance. Donc, pour diminuer le risque de dystocie des épaules et de mort fœtale in utero inexpliquée près du terme ou à terme. Maintenant, l'accouchement, on ne va pas dire que c'est un diabète chronique, la césarienne, elle est systématique. C'est la même chose que pour le gestationnel. Si vous avez un Bishop favorable et vous avez donc une biométrie qui est correcte, vous pouvez opter pour la voie basse au-delà de 39 semaines d'aménorrhée. Maintenant, si vous avez une macrosomie, un poids supérieur à 4,2 kg, où vous avez donc les conditions obstétricales ne sont pas favorables, là, on va césariser donc la patiente. Donc, la voie d'accouchement. La vitamine B9, oui, elle est indiquée, mais c'est pour toutes les femmes. La diabétique, on a dit l'équilibre, il doit être glycémique d'abord. Donc, elle doit faire un équilibre glycémique. La préparation préconceptionnelle, elle est souhaitable chez toutes les femmes, même chez les femmes n'ayant aucune pathologie, aucun antécédent. Donc, la vitamine B9, elle est indiquée, oui. Je vais venir à la contraception ostroprogestative. Donc, on a dit ici, après l'accouchement, la contraception ostroprogestative, elle est contre-indiquée. Dans le postpartum, pourquoi? Parce que vous avez les oestrogènes, ils ont un effet d'hypercoagulabilité. Et dans le postpartum, et comme vous le savez, la grossesse physiologique, elle donne un état d'hypercoagulabilité. Donc, si vous prenez déjà la femme, elle est en état d'hypercoagulabilité, elle va prendre encore la pilule ostroprogestative. Donc, elle va encore aggraver son état d'hypercoagulabilité. Elle risque de faire la thrombose veineuse profonde et surtout l'embolie pulmonaire qui est mortelle. C'est pour ça, dans les 2 mois qui suivent l'accouchement, quel que soit, même chez une femme qui n'a aucun antécédent, la pilule ostroprogestative, elle est contre-indiquée. On donne la pilule microprogestative. Au-delà de 2 mois, donc si c'était un diabète gestationnel qui est donc était équilibré, qui a disparu après, donc vous pouvez prescrire la pilule ostroprogestative. Mais chez une femme ayant un diabète chronique, dans le cas où on est, là, on ne peut pas donner l'ostroprogestative parce qu'il va aggraver son équilibre glycémique. Et s'il aggrave son équilibre glycémique, donc elle va développer des complications dégénératives plus tôt qu'une autre femme. Voilà. Le passage à la demi-dose d'insuline, on a vu tout à l'heure dans le diabète gestationnel, que c'était l'insuline, on va l'arrêter carrément. Donc, si on a eu besoin d'insuline pour un diabète gestationnel, dès que la femme accouche, on doit arrêter l'insulinothérapie. Donc, elle doit arrêter, elle doit surveiller sa glycémie. Maintenant, si elle était diabète chronique, et elle a pris de l'insuline, bien sûr, systématique, donc dès qu'elle accouche, on passe à la demi-dose. Donc, elle doit réduire ses doses de moitié. Et elle va ajuster en fonction de son cycle glycémique. L'allaitement, il n'est pas contre-indiqué, même si la femme a pris de l'insuline. Donc, elle pourra allaiter son enfant le plus normalement possible. Donc, il n'y a pas de problème concernant l'allaitement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, je vais vous faire un petit cas clinique pour que vous puissiez garder un petit peu les notions de ce cours. Vous m'entendez?
Voilà, donc on va commencer le cas clinique. Très bien. Donc, vous êtes en consultation de gynécologie obstétrique. Vous recevez Madame M, âgée de 39 ans. Euh, Très bien. Avant de passer au cas clinique, je vais répondre à deux questions. Pourquoi donner des contraceptifs en postpartum alors que la prolactine est élevée? Sachez que la prolactine seule n'est pas un moyen de contraception efficace à 100%. Donc, il y a certaines femmes qui allaitent, il y a d'autres qui allaitent à moitié, il y a d'autres qui n'allaitent pas du tout. Donc, vous ne pouvez pas dire que je me fie à ma prolactine. Sachez que l'ovulation, elle peut reprendre 3 semaines après l'accouchement. Donc, J21 après l'accouchement, votre ovaire pourra ovuler. Donc, imaginez une femme qui n'a même pas eu un retour de couche va tomber enceinte. Donc, on ne peut pas dire que la contraception naturelle, qui est celle de la prolactine, pourra nous protéger. C'est surtout si la femme elle a accouché par césarienne. Donc, imaginez. Donc on ne peut pas se fier à notre prolactine. Donc, qu'est-ce qu'on donne? On donne des microprogestatifs les 2 premiers mois parce qu'on a un état d'hypercoagulabilité. Et par la suite, donc, dès que vous terminez les 2 mois, vous pouvez donc prescrire un ostroprogestatif ou vous pouvez mettre un DAIL. Voilà. La physiopathe. Qu'est-ce que j'ai dit concernant la physiopathe? Très bien. Cette question, est-ce que la grossesse peut révéler un diabète déjà existant mais non diagnostiqué? Oui, c'est ça le cas où on est un petit peu dans le doute. Sachez qu'un diabète gestationnel, il est dit gestationnel s'il est découvert la première fois pendant la grossesse. Et imaginez que vous découvrez ce diabète au T1, deuxième mois par exemple, ou troisième mois. On n'est pas encore à la phase de diabète où on dit la grossesse est diabétogène. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme, elle avait déjà un diabète pré-gestationnel qui était méconnu jusqu'à présent et qui a été révélé par la grossesse. Et là, on parle de diabète chronique, on ne parle pas de diabète gestationnel. Et la femme pourra faire les complications du diabète chronique telles que donc, les malformations fœtales et les pertes fœtales à répétition. La meilleure contraception pour la femme diabétique, c'est le dispositif intra-utérin. Donc, une femme diabétique, c'est le dispositif intra-utérin qui reste la meilleure solution. Les ostroprogestatifs, si c'est un diabète chronique, ils sont contre-indiqués. Il ne faut pas donner les ostroprogestatifs. Les microprogestatifs, ils ne sont pas fiables à 100%. Donc, vous voyez. Pour la physiopathologie. Donc, la physiopathologie, j'ai dit que vous avez deux phases. Donc, une grossesse normale. On va oublier le diabète. Vous avez une grossesse normale. Une grossesse normale jusqu'à 20 semaines d'aménorrhée. Vous allez sécréter, donc au début, c'est le trophoblaste. Il va sécréter de l'ostrogène, il va sécréter de la progestérone. L'ostrogène et la progestérone auront un effet trophique, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter les cellules bêta. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Très bien, je continue. non. Donc, je continue. Très bien. Donc, je parlais de la physiopathologie. Je vous ai dit que pour la physiopathe, imaginez que vous n'avez pas de diabète. Donc, vous êtes une grossesse normale qui n'est pas diabétique. Jusqu'à 20 semaines, donc il y a l'ostrogène et la progestérone qui vont donner une hypertrophie des îlots bêta de l'angiorince. Les îlots bêta, qu'est-ce qu'elles sécrètent? Elles sécrètent de l'insuline. Donc, vous sécrétez de l'insuline. L'insuline, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va stocker le glucose et elle va vous donner de l'hypoglycémie et de la cétose. Donc, c'est pour ça que les femmes enceintes au T1, elles ont tendance à faire des vertiges parce qu'elles font beaucoup d'hypoglycémie et elles ont toujours la sensation de creux parce elles font des hypoglycémies. Maintenant, la deuxième phase une grossesse normale qui n'est pas diabétique, donc chez une femme qui ne va pas présenter un diabète, la grossesse elle-même, elle est dite diabétogène, c'est-à-dire au-delà de 20 semaines,
c'est le placenta qui va venir. Donc, le trophoblast n'y est plus, c'est le placenta qui va venir. Et ce placenta, qu'est-ce qu'il va sécréter? Il va sécréter l'hormone lactogène placentaire, l'hormone chorionique somatotrophique. Donc, ces deux hormones, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont donner ce qu'on appelle l'insulinorésistance, c'est-à-dire que l'insuline est là, mais le corps ne peut pas l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir l'hyperglycémie et l'acidocytose. Ça, c'est normal, la physiologie. Donc, pourquoi une femme fait un diabète et une autre ne fait pas? Celle qui fait un diabète, c'est celle dont le pancréas n'a pas pu juguler cette insulinorésistance. Donc, il n'a pas pu sécréter plus d'insuline pour pouvoir donc vaincre cette insulinorésistance. Donc, elle va vous faire hyperglycémie et donc vous allez diagnostiquer un diabète gestationnel. Celle qui a déjà un trouble de la sécrétion donc, de l'insuline, une diabétique de type 2, ou plutôt de type 1 ou de type 2, donc là, déjà, le placenta est défaillant. Donc, imaginez encore une grossesse qui va, elle-même, la grossesse, elle est diabétogène. Donc, ça va encore aggraver son déséquilibre glycémique. Voilà, ce que vous avez compris. C'est un trouble de la tolérance au glucose. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Non, oui, des facteurs qui peuvent augmenter le risque de la persistance du diabète, c'est surtout l'obésité. On a dit l'obésité, quel que soit, si vous êtes obèse, vous avez de l'insulinorésistance. Donc ici, déjà, vous avez fait un diabète, c'est que vous êtes intolérant. Ça veut dire que votre pancréas n'a pas pu donc venir en aide. Donc là, oui, si vous faites un diabète, vous avez un risque qu'il persiste. Surtout si vous avez des antécédents personnels de diabète dans la famille, personnels ou familiaux dans donc, la famille. Une femme diabétique et qui présente rétinopathie peut tomber enceinte. Oui, mais ça dépend le stade. Je vais vous montrer la classification tout à l'heure. Je vous ai pas montré la classification parce qu'on n'avait pas assez de temps. Vous voyez cette classification. Vous voyez la rétinopathie où elle est classe RF. Donc avec la néphropathie, si vous avez une rétinopathie diabétique à un stade 3, à un stade 4, oui, c'est une contre-indication à la grossesse. Parce que vous risquez la cécité, c'est normal. Maintenant, ça c'est aussi une néphropathie. Si votre rein ne filtre pas, vous ne pouvez pas tomber enceinte. Et la cardiopathie ischémique d'origine diabétique. Donc, ces trois-là, à un stade précoce, oui, mais si on arrive à un stade 3, à un stade 4, la grossesse peut être une contre-indication. Donc, on va revenir. Ça, c'est le cas clinique. Comment on peut savoir? C'est-à-dire, on savoir parce qu'on est diabétique, donc il est préexistant. Vous êtes déjà diagnostiqué pour un diabète de type 1 ou de type 2. Donc, les femmes jeunes donc, de 20 ans, c'est clair, c'est un type 1. Les femmes âgées de 40 ans, c'est un type 2. Maintenant, si vous n'êtes pas au courant et vous tombez enceinte et vous présentez un diabète dès le T1, c'est pour ça l'intérêt de la glycémie à jeun le plus précocement au T1. Donc, si vous faites une glycémie à jeun déjà dès 7-8 semaines, vous allez être orienté. Si déjà votre glycémie à jeun au premier mois de la grossesse, elle dépasse les 2 grammes, madame, vous êtes diabétique et votre diabète est connu jusqu'à présent. Vous voyez, donc, soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Maintenant, si vous ne savez pas, c'est la grossesse qui va vous le faire découvrir. Mais à un certain temps, 3 mois. On fait une HGPO après 3 mois. Voilà. Oui. Trouver une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g, c'est un diabète préexistant. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Donc, je vais vous présenter ce petit cas clinique.
Donc, vous êtes en consultation, vous recevez Madame M, âgée de 39 ans. Les micros, s'il vous plaît. Mère d'un enfant vivant bien portant. Donc, il mène une grossesse de 28 semaines de 25 semaines d'aménorrhée. Dans ses antécédents, donc nous notons un accouchement par ventouse d'un enfant de 4,1 kg à terme, l'accouchement d'un mort-né au 8e mois de gestation et 2 avortements précoces non curetés et une appendicectomie. Son groupage sanguin est le A résus négatif, sa sérologie de toxo est négative et sa sérologie à la rubéole est positive. Les autres sérologies sont négatives. À l'examen clinique, vous notez un poids de la mère, donc de 98 kg pour 1,60 m avec une prise pondérale de 12 kg depuis le début de la grossesse. La pression artérielle est à 14, 8,5. La hauteur utérine est mesurée cliniquement et difficilement à 24 cm, mais l'échographie obstétricale réalisée à 22 semaines d'aménorrhée est sans particularité. La biométrie, le liquide amniotique et la morphologie sont normales. Vous avez prescrit un test de O'Sullivan qui montre une glycémie à 1,50 g. Comment est réalisé ce test de O'Sullivan? Donc, on a dit tout à l'heure que le test de O'Sullivan est le premier temps du test en 2 temps. Donc, vous allez convoquer votre malade à n'importe quelle heure de la journée qui n'est pas à jeun. Vous allez lui donner donc 50 grammes de glucose et vous allez doser la glycémie 1 heure après l'ingestion. On a trouvé 1,50 g pour cette patiente. Donc, votre test, comment il est? Il est positif. On a Vous m'entendez? Vous m'entendez? Très bien. On va continuer rapidement. Donc, je vous ai dit, on a dit il a 1,50 g. Ça veut dire que vous avez un test qui est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir compléter par une HGPO à 75 grammes. Donc, et vous dosez sur 4 mesures. Voilà. Donc, ça, c'était pour le test de O'Sullivan. Donc, voilà. C'est une glycémie veineuse que vous allez faire 1 heure après l'ingestion de 50 grammes de glucose. La patiente, elle n'est pas à jeun et le test est considéré comme positif s'il dépasse 1,3 g. Tout à l'heure, je vous ai mis 1,4 g. C'est la même chose. Donc, ça dépend des écoles. Et certains médecins préconisent 1,4 g. Voilà. Comment vous allez confirmer le diagnostic? On a dit on doit continuer le deuxième temps qui est le temps de l'hyperglycémie provoquée par voie orale en donnant donc 100 grammes de glucose mais à jeun. Voilà, vous donnez 100 grammes de glucose à jeun et la femme, elle va donc, vous allez doser sur H0, H1, H2 et H3. Et on a dit 0,92, 1,8 g, 1,55 g et 1,4 g. Il vous suffit de deux chiffres qui sont positifs que vous allez poser le diagnostic de diabète gestationnel. Voilà. La troisième question, quels sont les facteurs de risque de diabète gestationnel chez cette patiente? Donc, on va revenir à notre cas clinique. Déjà, vous avez le premier facteur de risque, vous avez l'âge de 39 ans. Donc, on a dit l'âge de la mère, il est très important. Supérieur à 30 ans, vous avez plus de risque de faire un diabète gestationnel. Deuxième facteur de risque, c'est que vous avez dans les antécédents, vous avez un accouchement par ventouse d'un enfant de 4,5 kg. Ça veut dire qu'elle a fait un accouchement dystocique. Donc, et on a utilisé une ventouse, c'est-à-dire un accouchement artificiel et le poids il est supérieur à 4 kg. Elle a donné naissance à 4,1 kg. Deuxièmement, elle a donc l'accouchement d'un mort-né au 8e mois de gestation. Donc, elle a fait une mort in utero inexpliquée après du terme. 3. Donc, elle a fait 2 avortements précoces qui sont non curetés, donc qui sont encore non expliqués. Donc voilà, la sérologie, tout ça, ce n'est pas un facteur de risque. Toujours dans l'examen clinique, vous avez un poids de 98 kg pour 1,60 m. Donc vous voyez, elle a un surpoids très important, elle est obèse, donc son IMC, il est élevé.
elle a fait une prise pondérale de 12 kilos. On a dit la prise excessive de poids pendant la grossesse. Donc, il faut savoir, comment savoir qu'elle a fait une prise excessive de poids. La prise normale de poids pendant la grossesse, elle est de 12 à 14 kilos pendant les 9 mois. Vous ajoutez 5 kilos si vous avez une gémellaire. Donc, vous voyez, elle est à 22 semaines, elle est à 25 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire elle est à la fin du 5e mois, début 6e mois. Donc, normalement, elle ne doit pas faire les 12 kilos déjà 5e mois. Donc, elle a déjà fait 12 kilos pendant les 5 premiers mois. Donc, c'est une prise quand même qui est excessive. Vous avez une HTA qui est associée, parce que l'HTA, c'est comment elle est définie, l'HTA gravidique, c'est la systolique et ou la diastolique. Donc, la systolique supérieure ou égale à 14 et ou la diastolique supérieure ou égale à 9 mm de mercure. Donc, à 90 mm de mercure. La hauteur utérine est mesurée difficilement à 24 cm. Déjà, est-ce que 24 cm correspond au terme? Oui. Vous avez la fin du 5e mois. 25 semaines, c'est la fin du 5e mois. Donc, 5 fois 4. Donc, on est au 6e mois. Donc, c'est bon. Elle a fait 25 semaines. Ça veut dire qu'elle a fait 5 mois et on est en début du 6e mois. Donc, 4 fois 6, c'est 24. Donc, la hauteur utérine, elle est normale à 24 cm. L'échographie réalisée à 22, donc vous avez une biométrie qui est correcte, il n'y a pas d'hydramnios, morphologie normale, donc il n'y a pas de malformation. Donc, c'est ça les facteurs de risque. Elle a l'âge, elle a les antécédents d'un macrosome, les antécédents d'un mort in utero inexpliqué, de 2 avortements, la prise de poids excessif pendant la grossesse, l'obésité et l'HTA. Ce sont ces principaux facteurs de risque. Voilà. Quelle est votre prise en charge de première intention? Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour cette? Oui, 14,9, c'est une HTA gravidique. Supérieure ou égale à 14 et ou supérieure ou égale à 9. C'est une HTA gravidique. Quelle est votre prise en charge de première intention? Qu'est-ce que vous allez faire à cette patiente? Voilà, qu'est-ce qu'on va lui faire? Prise en charge, on a dit, elle est multidisciplinaire. Ça veut dire que vous venez de diagnostiquer un diabète gestationnel à 25 semaines d'aménorrhée, donc on est entre 24 et 28 semaines. Donc on a dit la prise en charge, elle est triple. C'est le diabéto, le gynéco et le diététicien. Donc on va commencer par le régime. Donc toute femme chez laquelle vous diagnostiquez un diabète gestationnel, donc le premier traitement que vous allez faire, c'est donc d'indiquer le régime alimentaire. Très bien. Donc les règles hygiéno-diététiques. On a dit le régime, c'est 1600 à 2000 kilocalories par jour en fonction de l'IMC de la patiente, que vous allez répartir en trois repas principaux avec 2 collations. Donc, vous allez faire une éducation alimentaire, vous allez faire une surveillance glycémique et donc la femme doit faire une activité physique. Voilà. Et tout ça doit être surveillé. Maintenant, on va commencer le régime et on va faire le suivi de l'équilibre glycémique. Mais comment je vais savoir que c'est un équilibre? On a dit les objectifs glycémiques. Quels sont les objectifs glycémiques à atteindre par le régime? On a dit agent doit être inférieur à 0,95 et après 1 heure inférieur à 1 gramme 26. À 2 heures, 1 gramme 26. Donc, vous faites réaliser un cycle glycémique 10 jours plus tard, c'est-à-dire après que vous avez commencé à faire le régime. Il vous montre une glycémie agent à 1,2 g et postprandial à 1,6 g. Quelle prise en charge thérapeutique et quel suivi instaurez-vous pour cette patiente? Donc, vous voyez, on n'a pas pu obtenir avec le régime seul et l'activité physique, on n'a pas pu obtenir l'équilibre glycémique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va instaurer l'insulinothérapie. Donc, maintenant, on va introduire de l'insuline. Voilà, très bien. C'est échec, c'est l'insuline. Donc, vous allez commencer votre schéma d'insulinothérapie. On a dit en milieu hospitalisé, 3 injections par jour, plus ou moins la 4e en fonction de votre équilibre. C'est de l'insuline rapide. Si vous ajoutez une 4e injection, ça sera de l'insuline semi-lente ou lente. Et la dose
Vous commencez avec 0,5. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Il y a un problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez? La connexion, 3 fois à tout. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Je ne sais pas s'ils m'entendent. Oui. Très bien. Je vais vous terminer le cas clinique rapidement. Donc, on a dit, donc, voilà, on a dit qu'on va ajouter l'insuline à 0,5 à 1 millunité par kilo par jour, que vous allez répartir en 3 doses, la quatrième plus ou moins, et ça va être de l'insuline rapide et semi-lente si vous avez une glycémie à jeun le matin qui est élevée. Voilà. Maintenant, donc on a dit l'échec de la diététique, consultation du diabéto plus tôt possible pour instauration d'une insulinothérapie sous-cutanée, poursuite donc de la surveillance glycémique, très bien, poursuite de la surveillance donc des cycles glycémiques à jeun et en postprandial 3 fois par jour avec bandelette urinaire à la recherche de protéinurie, d'océtonurie et d'une infection urinaire. Vos objectifs glycémiques, c'est une glycémie à jeun inférieure à 1,4 g et 1,2 après donc 1 heure. Vous dosez, vous trouvez moins de 1,2 g, 2 heures plutôt, pardon. Ça veut dire que vous êtes en équilibre glycémique. Donc, la surveillance, la consultation de la diabéto se fait à peu près tous les 15 jours si vous avez un diabète qui est déséquilibré. La prise pondérale donc pour savoir donc, cette prise de poids excessive, mesurer la hauteur utérine à la recherche d'une macrodomie ou d'un hydramnios, c'est-à-dire d'une hauteur utérine excessive, la tension artérielle et surtout la vendelette pour chercher la prééclampsie surajoutée, la perception de mouvements fœtaux qui peuvent témoigner. Donc, si la patiente n'arrive pas à percevoir les mouvements actifs fœtaux, ça veut dire qu'il y a une souffrance chronique. La surveillance obstétricale avec l'échographie pour la biométrie, la mesure de la quantité du liquide et la recherche surtout de malformations. Et vous allez donc mesurer le septum interventriculaire qui est un facteur pronostic fœtal avec un monitorage cardiotocographique régulier. Voilà. Est-ce que l'écran est partagé? Normalement, il est partagé, l'écran. Très bien, très bien. Voilà. Voilà, donc